Des files d'attente interminables aux stations-service, des camions-citernes empêchés d'entrer dans la ville. Ces images ont été prises à Bamako, capitale du Mali. L'approvisionnement en carburant est presque coupé depuis octobre 2025. La faute à ces hommes armés, combattants du JNIM, un groupe djihadiste. JNIM, ça veut dire en arabe le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ils encerclent la capitale et empêchent le passage des camions-citernes. Leur but ? Faire tomber le gouvernement malien et prendre le pouvoir. Et on va voir dans cette vidéo s'ils en ont vraiment les moyens. Sur cette carte, vous voyez les zones tenues par le JNIM et d'autres groupes armés. On le voit, le gouvernement en place tient encore les grandes villes dans le nord et une bonne partie du sud-ouest. Mais les groupes armés contrôlent de larges parts du pays et cette tendance s'est accélérée ces derniers temps. Alors on va quand même faire un petit point sur ces groupes armés, pour savoir d'où ils viennent, pourquoi ils se battent, combien ils sont, etc. Alors le Mali prend son indépendance de la France en 1960. Et comme un peu pour tous les États africains, les frontières actuelles ont été tracées à la va-vite durant la colonisation et ont coupé des régions culturellement cohérentes ou au contraire ont rassemblé dans un même pays des peuples aux cultures et modes de vie complètement différents. Et le Mali n'a pas échappé à ça. Et si on regarde une carte, on voit que différents peuples se partagent le territoire. Bambara, Peul, Soninké, Sénoufo, Dogon, Touareg et autres. Dans le nord, les Touaregs ont dès les années 60 revendiqué une indépendance ou une autonomie selon les moments. Et on a une première rébellion qui est écrasée dès 1963. Il faudra ensuite attendre le début des années 90 pour voir apparaître une nouvelle insurrection qui se réglera par la signature des accords de Tamanrasset en 1991, puis par un pacte national en 1992. Dans ces accords, l'État s'engage à mieux intégrer les Touaregs dans la société malienne et à limiter l'intervention des forces armées maliennes dans les zones à dominante Touareg. Mais dans les années 2000, certains Touaregs estiment que ces accords n'ont pas été respectés et relancent une insurrection qui débouche encore sur des accords, cette fois-ci les accords d'Alger, qui réaffirment encore une fois une supposée volonté de mieux intégrer le nord du pays. Donc vous comprenez la dynamique, ça chauffe dans le nord avec les rebelles indépendantistes Touaregs, des accords sont signés, ça se calme, ça se réchauffe, etc. Et là je fais une petite pause parce que ces rebelles, ils sont menés par un certain Iliad Agrali, un Touareg, mais qui a pas mal bourlingué parce qu'il a combattu au Liban dans les années 80 aux côtés des Palestiniens, puis au Tchad pour le colonel Kadhafi dans la guerre tchado-libyenne, avant de revenir au Mali au début des années 90. Bref, il a de l'expérience. Et à ce moment-là, en parallèle, dans les années 90, on a la guerre civile qui fait rage en Algérie, au nord. Durant cette guerre, des combattants à idéologie islamiste quittent leur milice et se rapprochent d'Al-Qaïda, et ils fondent Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou AQMI, en 2007, dont la zone d'action comprend une partie du Mali. Donc pour schématiser, on a maintenant dans le nord du Mali deux types de lutte armée, des djihadistes et des indépendantistes Touaregs. Les violences, elles sont latentes et de basse intensité durant les années 2000, mais un événement va changer la donne, et la France n'y est pas pour rien. Et si vous voulez vous tenir au courant des actus du monde, je vous conseille cette appli, Sift, c'est le sponsor de cette vidéo. Sur Sift, vous tapez un sujet qui vous intéresse, par exemple là je tape Bamako, la capitale du Mali, et vous voyez, il me propose plusieurs sujets ou thématiques que je peux décider de suivre. Et si je vais dans le détail, par exemple ici le blocus de Bamako, donc c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien je vais avoir tout un tas de news dessus. Et vu que je me suis abonné à la thématique, je vais être tenu au courant des évolutions. En fait, Sift est capable de faire ça car il fonctionne un peu comme un agrégateur de news. Souvent sur les sites d'actu, vous pouvez vous abonner à des catégories prédéfinies. Mais là, la différence, c'est que tout ce que vous allez taper dans la barre de recherche va devenir une catégorie, car derrière, Sift va automatiquement aller chercher toute l'actu en rapport avec la recherche et vous faire un résumé. Donc c'est bien plus précis. Alors évidemment, vous aurez toujours accès aux sources, ce qui va vous permettre de faire fonctionner votre esprit critique sur tout ce que vous lisez. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aurez accès à la presse du monde entier, car Sift va vous traduire tout ça. En fait, ça permet d'éviter de rester dans sa bulle informationnelle, et au quotidien, Sift va fournir des récaps, des mises à jour des sujets suivis, et aussi fournir des liens, donc des sources pour approfondir. Donc si vous avez toujours souhaité faire plus de veille, mais que vous manquez de temps, Sift peut vraiment vous accompagner et vous simplifier la vie. Et ça a déjà convaincu pas mal de monde, puisque Sift est l'app d'actualité numéro 1 dans plusieurs pays, au Brésil et au Portugal par exemple. Donc si ça vous intéresse, tapez Sift sur le Play Store ou l'App Store et téléchargez l'appli. C'est gratuit, ça vous rend service et ça permet aussi de soutenir mon travail. Et maintenant, on revient à notre sujet et je vous explique pourquoi la France n'est pas pour rien dans les violences du nord du Mali dans les années 2010. En 2010 ont lieu les printemps arabes. Les populations sortent dans la rue et le phénomène a des conséquences variées selon les pays. Ça peut être simplement des réformes au sein de l'État comme des guerres civiles. Et en Libye, justement, ça débouche sur une guerre civile, toujours en cours aujourd'hui. Des insurgés se soulèvent contre le colonel Kadhafi et ils sont soutenus par certains pays occidentaux, la France de Nicolas Sarkozy en tête. Kadhafi tombe et le manque de cadre étatique qui s'ensuit plonge le pays dans le chaos.
Les casernes et les caches d'armes du régime de Kadhafi sont pillées et des tonnes d'armes et de munitions se déversent dans le Sahel, alimentant les nombreux groupes armés actifs dans la région. Et c'est là qu'on raccroche avec notre sujet, car s'alimentent en armes aussi les groupes présents dans le nord du Mali. Saisissant l'opportunité, les indépendantistes reprennent les armes en 2012, et à ce moment-là, Agrali ne parvient pas à reprendre la tête du mouvement. En fait, il s'est radicalisé dans les années 2000, notamment auprès de prédicateurs pakistanais, et il se rapproche alors d'AQMI, vous savez, c'est cette branche d'Al-Qaïda formée par des anciens de la guerre civile algérienne, et il fonde une branche d'AQMI en Sardine, c'est en fait la vitrine d'AQMI au Mali. En parallèle, on a d'autres groupes djihadistes qui apparaissent dans les années 2010, et ils sont tous à peu près constitués d'anciens membres d'AQMI qui ont fait scission du groupe. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je vous laisse faire pause sur cette infographie si vous voulez plus de détails. Et en janvier 2013, ces différents groupes armés parviennent à progresser dangereusement vers le sud. Et c'est à ce moment-là, suite à la demande du gouvernement malien, que la France intervient militairement dans le cadre de l'opération Serval pour repousser les rebelles. Et c'est un succès. À cette opération Serval succède l'opération Barkhane, dont le périmètre est beaucoup plus large puisque la zone d'opération occupe une grande partie du Sahel. Et au cours des années 2010, les États de la région, accompagnés par la France, vont lutter contre ces différents groupes. Parmi ces différents groupes, un nouveau fait son apparition en 2015. C'est l'État islamique dans le Grand Sahara, le IGS. Il fait en fait allégeance à l'État islamique qui à ce moment-là est à son apogée en Syrie et en Irak. Et ses membres sont issus d'une scission d'un autre groupe, la Katiba al-Mourabitoun, qui à ce moment-là fait allégeance à Al-Qaïda. Donc là, on commence à avoir une rivalité entre des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et un autre affilié à l'État islamique, une guerre inter-djihadiste. Et puis en 2017, plusieurs de ces groupes djihadistes du côté d'Al-Qaïda, dont AQMI et Ansardine de Agrali, vont se regrouper et former le JNIM. Et c'est Agrali qui en prend la tête. Alors il en prend la tête car il est devenu le chef djihadiste le plus influent de la région, vous comprendrez après pourquoi. Donc là, on y est, vous avez tout l'historique de la création du groupe qui aujourd'hui encercle Bamako. Donc vous comprenez que dans tout ce schmilblick, pour simplifier, on a maintenant le JNIM, toujours les indépendantistes Touaregs, et l'État islamique. Et la question intéressante, c'est quelles sont les relations entre tous ces groupes et comment le JNIM est devenu assez puissant pour aujourd'hui aller jusqu'à menacer la capitale. Alors en fait, pendant l'opération Barkhane, l'armée française et ses alliés ont globalement réussi à tenir le terrain militairement, dans le sens où les groupes armés ne sont pas parvenus à prendre le contrôle de grandes régions comme on le voit aujourd'hui. Mais durant les dernières années de la présence française, l'armée française s'est beaucoup attelée à éliminer les leaders dans des frappes ciblées. Et là, je fais un petit pas de côté, mais le fait d'éliminer les commandants, c'est aussi ça qui a permis à Agrali de prendre la tête du JNIM en 2017. Il avait tout simplement moins de concurrence. Et l'armée française s'est aussi plutôt concentrée sur l'État islamique dans la région des trois frontières Mali, Burkina, Niger. Mais en se concentrant sur l'État islamique, ça a permis au JNIM de se renforcer, et le fait d'éliminer les leaders, et pas que ceux de l'État islamique, même ceux affiliés à Al-Qaïda, ça n'a pas entamé les capacités de recrutement du JNIM, qui a donc réussi à maintenir une base de combattants. Mais alors là, du coup, vient une autre question, c'est comment fait le JNIM pour recruter ces combattants? Alors historiquement, il va recruter dans les populations du nord du Mali, chez les Arabes et les Touaregs essentiellement, mais il a un autre atout dans sa manche, c'est le prédicateur peul Amadou Koufa. Alors on peut le considérer un peu comme le numéro 2 du groupe, et le fait qu'il soit peul permet au groupe d'aller recruter dans d'autres communautés, car ce n'est pas un homme venu du nord, de Kidal, Gao, etc. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous parlais des tensions ethniques qu'il y a dans le pays. Les Touaregs, ils sont pas spécialement appréciés des autres communautés. Donc si vous voulez recruter ailleurs, il vous faut un gars du coin. Et ça fait vraiment partie d'une stratégie plus globale de trans-ethnicité du groupe. Les dirigeants savent bien que s'ils veulent gagner du terrain au Mali, il va falloir les recruter dans toutes les communautés. Et pour arrêter ce processus, c'est pas par la force que vous allez y arriver. L'armée française n'est pas faite pour ça. C'est plutôt du côté de la gouvernance malienne qu'il faut se tourner. Et là, il y a un échec pour la France qui n'a pas été capable d'être efficace sur le plan politique pour accompagner le militaire. Alors le JNIM a aussi toute une stratégie auprès des populations. En fait, en 2012, les groupes affiliés à Al-Qaïda, dont les ancêtres du JNIM, étaient ultra violents avec les populations. Il y avait une application stricte de la charia, beaucoup de décapitations, d'amputations de mains ou de pieds étaient rapportées. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus soft avec les populations et concentrent leurs actions sur des cibles militaires. Donc il y a moins de ressentiment de la part des populations. Ils en viennent aussi à gérer les problèmes du quotidien, des problèmes de voisinage, des dettes de sang ou des problématiques plus pratiques comme la réparation d'équipements communs dans des villages comme des puits par exemple. Et en fait, les populations se tournent vers eux dans les régions où l'État a totalement failli et où la justice malienne prend beaucoup trop de temps à agir. Là-bas, le JNIM propose des solutions rapides et efficaces, même si c'est dans le cadre de la charia. Et ça, on peut aussi le mettre en opposition à l'État islamique, qui lui est toujours dans cette logique d'ultra-violence.
Donc forcément, ils ont moins le soutien des populations et recrutent moins. Le JNIM, lui, il a un projet politique, une compréhension des dynamiques de communauté. Donc le JNIM parvient à recruter et il a aussi moins de résistance sur le terrain, notamment depuis le départ de la France. Car en 2021 a lieu un second coup d'État en moins d'1 an et il porte au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Une politique anti-France se met alors rapidement en place et l'armée française est invitée à quitter le Mali. C'est chose faite en 2022. La junte malienne fait alors appel à la Russie à partir de fin 2021 et plus particulièrement à la société militaire privée Wagner qui deviendra l'Africa Corp par la suite. Mais les Russes sont moins bien équipés, notamment pour tout ce qui est appui aérien, et sont aussi bien plus violents avec les populations. Alors attention, ça ne veut pas dire que la France a été totalement clean sur ce terrain-là non plus. Et tout ça, ça crée un ressentiment des populations qui vont être plus enclines à s'engager ou à soutenir les groupes armés. Donc le JNIM gagne encore plus en capacité de recrutement, tandis que l'opposition militaire malienne s'affaiblit. Alors autre point majeur, le JNIM et l'État islamique jusqu'en 2019 ne se battaient pas entre eux. Ça s'explique par le fait que les commandants des deux groupes se connaissaient personnellement, donc il y avait des accords et ça se passait globalement assez calmement entre eux. Mais rappelez-vous, je vous expliquais qu'une des stratégies de la France, c'était d'aller taper les leaders. Et en tapant les leaders, eh bien vous brisez ces liens personnels entre les groupes. Ce qui fait qu'à la fin, les nouveaux leaders ne se connaissent plus et les rivalités entre le JNIM et l'État islamique ne sont plus contenues, ce qui a mené à une véritable guerre entre les deux groupes. Et ça a retardé les plans du JNIM de descendre vers le sud. Alors quoi qu'il en soit, c'est plutôt le JNIM qui sort quand même renforcé de cette guerre interdjihadiste, même si l'État islamique est parvenu à garder le contrôle de certaines localités, notamment Ménaka dans l'est. Mais le JNIM a décidé de laisser ça de côté et a fini par se diriger vers le sud. Et par ailleurs, vous devez vous demander ce que deviennent les indépendantistes touaregs dans toute cette histoire. Et ils sont toujours là, mais beaucoup moins puissants et forcés de s'allier un peu avec le JNIM. En fait, ils savent qu'ils n'obtiendront jamais rien de la junte malienne en place à Bamako. Et leur capacité de recrutement a un plafond de verre, puisque qui au Mali va se battre pour l'indépendance des Touaregs, à part un Touareg ? Personne. Et ils ne sont pas assez nombreux. Donc leur intérêt, c'est que la junte tombe. Quel est le meilleur moyen actuellement de la faire tomber ? S'allier avec le JNIM et négocier une éventuelle autonomie élargie après la victoire. Et à côté de ça, les indépendantistes et le JNIM ont aussi combattu ensemble contre l'État islamique à certains moments. Donc on résume, le JNIM a toujours gardé sa capacité de recrutement et recrute dans toutes les communautés à travers le pays. L'État malien se délite après plusieurs coups d'État, les Russes ne sont pas un soutien suffisant pour l'armée malienne, et le JNIM a gagné sa guerre contre l'État islamique et n'a plus de concurrence. Donc qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'avancer vers le sud ? Rien. Et on en arrive à la situation qu'on connaît aujourd'hui, Bamako est plus ou moins encerclé, le JNIM contrôle les routes et impose une sorte de blocus en empêchant le carburant d'être acheminé vers la capitale. Donc là on en revient à la première question, c'est est-ce que Bamako va tomber ? Alors la probabilité pour que le JNIM entre dans la capitale de force sur des pick-up Kalachnikov à la main est assez peu probable. On l'a assez dit, le JNIM sait comment fonctionne le pays et il a plutôt intérêt à se mettre la population dans la poche, voire même de faire des accords avec des membres de la junte. C'est plutôt comme ça qu'il parviendra à s'emparer du pouvoir. Pour l'instant, il ne fait que mettre la pression pour que la junte tombe de l'intérieur. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, le blocus s'est un peu desserré. Donc là, on voit vraiment que le JNIM est sur une ligne de crête. Mettre la pression aux dirigeants sans se mettre la population à dos. C'est un équilibre fin à trouver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'ai jamais eu autant besoin de vous qu'en ce moment. Parce que YouTube ne met plus en avant mes vidéos et vous pouvez m'aider en le faisant à sa place. Et le truc le plus simple à faire pour vous, c'est de liker la vidéo et de la booster. Le boost, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous verrez une fois la vidéo likée. Vous pouvez aussi la partager et surtout, si vous voulez être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez activer les notifications. En fait, une fois que vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche de notification et vous cliquez sur toutes. Alors vous inquiétez pas, je sors une vidéo toutes les 3 semaines, un mois, donc je vais pas vous harceler de notifications. Voilà, merci si vous le faites, car c'est assez frustrant pour moi de sortir des vidéos, d'avoir des retours positifs, mais tout en sachant que environ 90% de mon audience ne sait même pas que j'ai sorti une vidéo. Et encore évidemment, merci aux tipeurs qui me font des dons tous les mois, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!